Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous des instantanés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, notre programme de webinaire dédié à vous, les professionnels du tourisme de Bourgogne-Franche-Comté. Je rappelle que le programme complet est disponible sur notre site professionnel. Je vous mettrai l'adresse dans la conversation et ce programme de webinaire est actualisé régulièrement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de clientèle internationale. On sait tous que les voyageurs internationaux Hmm. Donc, je reprends. Donc aujourd'hui, on va parler de clientèle internationale. On sait tous que les voyageurs internationaux cherchent des expériences authentiques, durables, dépaysantes. Et la Bourgogne-Franche-Comté a de nombreux atouts pour les séduire. Mais encore faut-il savoir quels marchés étrangers sont les plus porteurs et quels profils de voyageurs correspondent le mieux à votre offre. Donc, c'est précisément pourquoi, pour répondre à ces questions, que Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a mené une enquête, une étude en compagnie du cabinet Volteri. Donc, cet après-midi, Emmanuel Hézard et Yann Bellet de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, que certains d'entre vous connaissent, vont vous présenter les résultats de cette étude. Donc, vous découvrirez quels marchés clés, quels sont les marchés clés sur lesquels il faut concentrer ses efforts pour attirer de nouveaux clients et renforcer votre présence à l'international. Donc, avant de commencer, je vous rappelle les consignes de couper vos micros, mais là, je crois que c'est fait pour tout le monde. De poser vos questions à travers la conversation. Yann et Emmanuel vous répondront au fur et à mesure. On est ensemble pendant 1h15 environ. Et puis, le webinaire est enregistré et vous recevrez le lien vers le replay ainsi que la présentation d'ici quelques jours. Emmanuel, Yann, vous êtes prêts pour commencer? Vos problèmes de son sont résolus? Est-ce que tu nous entends? Oh oui, moi je vous entends. Est-ce Formidable. que... Formidable. Oui, c'est parfait. C'est bon, C'est parfait. ça a l'air de marcher. On Eh a bien tout voilà. lancé, c'est bon. Eh bien, on vous écoute. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, on va vous faire une présentation à deux voix. Donc, Emmanuel Hézard, qui est directrice de la promotion commerciale chez nous, des relations presse, et puis moi-même, donc Yann Bellet, qui est directeur adjoint et en charge notamment de l'Observatoire et de l'ingénierie. Donc, on souhaitait aujourd'hui vous restituer une étude qu'on a conduite, qu'on avait lancée fin 2023, qui s'est terminée en 2024. On avait souhaité, du coup, en année un peu post-Covid, faire un peu un état des lieux de nos marchés étrangers. Du coup, au regard justement de ce qui s'était passé après le Covid et des changements que ça avait pu avoir en termes de comportement des différents marchés. Et puis aussi, il faut avoir en tête, parce que évidemment que c'est une donnée importante, que les moyens effectivement financiers également diminuent dans des années comme les nôtres. Donc, du coup, à un moment donné, effectivement, se pose la question de les marchés à traiter, puisque on peut évidemment pas tous les traiter. Ce serait idéal si on pouvait effectivement tous les traiter, parce qu'à un moment donné, dans des marchés qu'on a, vous verrez, pas forcément retenus, ils viennent quand même chez nous. C'est juste qu'on fait le choix à un moment donné de moins les travailler, en les considérant un peu moins prioritaires. Mais voilà, donc c'était dans ces contextes un peu post-Covid qu'on avait souhaité faire cette étude. Donc pour démarrer, alors la présentation vous sera envoyée du coup après le webinaire. Donc parfois il y a des slides qui vous paraissent peut-être un peu complètes, mais que vous aurez tout loisir de peut-être de découvrir une fois que vous aurez reçu le document. On passera pas forcément sur l'ensemble des données qui apparaissent sur les slides. On voulait commencer par vous donner des informations sur trois marchés qu'on a considérés hors étude, parce que c'est les marchés socles du tourisme en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ils étaient hors étude. On a considéré qu'il restait des marchés prioritaires, parce que c'est des marchés très importants. Donc, ce sont les trois marchés d'Europe de proximité, que sont donc Allemagne, Pays-Bas et Belgique. Donc, je vous propose qu'on démarre. Donc, sur le marché allemand. Donc, c'est le premier marché étranger quand on regarde notre source de données Fluvision Tourisme Orange, qui nous permet de mesurer les nuitées de l'ensemble des marchés qui nous fréquentent, tous hébergements confondus. Donc, effectivement, dans ces nuitées-là, il y a également les nuitées qui peuvent se faire en résidence secondaire, chez des parents amis, etc. Et donc, on sait qu'en général, alors,
surtout pour le marché français, mais néanmoins aussi pour le marché étranger, elles peuvent quand même également peser. Donc le marché allemand, c'est le premier marché étranger suivant cette source-là. Alors on n'avait pas en 2019, on avait un petit problème de dispositif, donc on n'a pas la valeur que ce marché avait en 2019, mais néanmoins on voit bien que puisqu'on vous a mis les volumes sur ces dernières années, il a globalement repris ses couleurs, puisqu'il était à il était à 2 millions en 2020 en année un peu Covid, et il a atteint l'année dernière à peu près 3,7 millions. C'est un peu moins bon que 2023, puisqu'il est en baisse d'à peu près 3,7%. Et surtout, ce marché allemand-là, c'est le deuxième marché étranger des hôtels de Bourgogne-Franche-Comté, et c'est le deuxième marché également pour les campings. Donc vous avez également sur chacune des slides, vous aurez la répartition des nuitées par département de Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, par exemple, pour le marché allemand, on voit qu'effectivement le premier département de fréquentation, c'est la Saône-et-Loire, suivi du coup de la Côte d'Or puis du Doubs, et puis par destination, donc effectivement, quasi 2/3 des nuitées allemandes sont effectivement pour la Bourgogne et à peine un tiers pour Montagne du Jura, et 7% pour les Vosges du Sud. Voilà pour les données de cadrage pour le marché allemand. Je donne la parole à Emmanuel qui va vous donner quelques infos sur le comportement et les tendances relatives à ce marché-là. Alors, comme Yann le disait, donc le marché allemand est un très gros marché, donc ce sont nos voisins pratiquement frontaliers. C'est un très gros marché puisque très important pour toutes nos destinations. Également un très gros marché en termes de nombre d'habitants puisqu'ils sont pratiquement 84 millions. Ce qui veut dire que c'est un marché sur lequel on n'est pas à bout de potentiel et sur lequel on va pouvoir continuer à progresser. Donc, des particularités chez nos voisins allemands qui, bien que voisins, sont quand même assez différents des Français. Donc, ce sont soit des clients qui voyagent individuellement, de plus en plus en camping-car, puisque j'ai eu l'info ce matin par Jörg de notre agence presse, on vient d'atteindre 1 million d'immatriculations de camping-car en Allemagne en avril 2025. Donc, ça, c'est vraiment l'effet post-Covid. Ce sont donc des clients qui voyagent totalement individuels, avec leurs autos individuelles. Et en revanche, c'est un marché sur lequel on a une très grosse part de groupe. Donc, puisqu'on a une grosse part de groupe, on a aussi une particularité avec des grossistes pour les autocaristes. Et vous avez tous probablement entendu parler de notre partenariat avec des grossistes tels que Touren Service ou l'Accordé Reisen. C'est un marché qui est très sensible à l'accueil, à la propreté. En France, quand ils viennent nous voir, ils recherchent plus particulièrement les grands espaces, mais aussi notre art de vivre, parce que même si de temps en temps, ils ont l'impression qu'on est un petit peu fantaisiste, ils sont un petit peu jaloux de notre art de vivre, il faut bien le dire. Et puis, donc, c'est un marché où le cyclotourisme et le fluvial se développent bien. Il faut par contre qu'on fasse très, très attention, même si on a l'impression de bien les connaître, même si on a c'est un marché sur lequel on a une image qui est très fluctuante, qui est encore à confirmer pour la Bourgogne et qui malheureusement est parfois fausse pour les montagnes du Jura. Donc, il faut tous qu'on arrive à inverser la tendance. Les grandes tendances actuelles sur le marché allemand, donc un développement de l'appétence pour la gastronomie. Et quand on dit gastronomie, ce n'est pas forcément les grands étoilés chez eux, mais plus particulièrement les produits locaux, les produits du terroir. C'est un marché, quoi qu'on puisse imaginer, qui aime bien déguster du vin puisque c'est un marché producteur. Mais attention, ils ne veulent pas mettre des prix astronomiques dans une bouteille de vin. Ils ont un gros développement du bio et du véganisme, une grosse sensibilité à l'éco-durable. Ils ont beaucoup d'avance sur nous depuis bien des années. Donc, une conscience écologique forte. Encore une fois, donc, ils se tournent de plus en plus vers le cyclotourisme, mais également vers la randonnée pédestre. Donc, en termes d'hôtels, c'est un marché qu'on retrouve beaucoup en 3 étoiles, principalement pour les groupes, mais avec une montée en gamme, nous signalent les grossistes, un montée en gamme et demande sur les groupes en 4 étoiles, et même sur les individuels, maintenant en 5 étoiles. Donc, c'est un marché qui est prêt à payer le prix, parce que, qui est encore en bonne forme économique, mais pas n'importe quel prix. Alors, le marché néerlandais, du coup, c'est le deuxième marché étranger de la région, donc qui a retrouvé ses couleurs puisqu'il a, dès 2022, retrouvé son niveau d'avant Covid. Et encore cette année, il a progressé d'1%. Donc, c'est le troisième marché pour les hôtels et c'est le premier marché, on le sait tous, pour l'hôtellerie de plein air. Donc, les départements de destination
sont d'abord la Saône-et-Loire, suivie effectivement de la Côte d'Or, puis du Jura, de la Nièvre, pardon, et ensuite du Jura, je crois. Et ensuite, par destination, essentiellement la Bourgogne, à quasiment 80%, et 20% montagne du Jura, et 4% pour les Vosges du Sud. Donc là, on n'est plus sur 84 millions d'habitants, mais sur à peine 18 millions d'habitants. En revanche, sur un territoire à peine la taille de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est le territoire le plus densément peuplé d'Europe. Ce qui explique pourquoi les Néerlandais restent un marché vraiment prioritaire à fort potentiel, puisque pour les départs en vacances, pratiquement 65% des Néerlandais partent à l'étranger. En plus, ils partent plusieurs fois par an, jusqu'à 4 séjours. Ils voyagent en famille énormément. Et puis, la particularité des Néerlandais, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est votre amour du vélo, à tel point que pour 17 millions d'habitants, ils ont pratiquement 23 millions de vélos et de plus en plus de vélos à assistance électrique. Donc, dans les hôtels, donc, on les retrouve beaucoup en 3 étoiles, mais avec une montée en gamme également. Puisqu'on peut les retrouver sur du 4, voire parfois du 5, mais plutôt du 4. Ce sont des touristes qui attendent, bien sûr, de trouver des grands espaces, qui aiment un environnement sain et consomment donc des produits bio au quotidien. Pardon. Au niveau des tendances actuelles, donc les Néerlandais, si vous y êtes déjà allés, sont une population très facile d'accès, très franche, très directe, très agréable à contacter. Ils parlent pratiquement tous un bon anglais, donc bon, c'est relativement facile, certains un petit peu de français. Ils privilégient les voyages en voiture, mais ils sont de plus en plus équipés de voitures électriques et on pense qu'en 2030, ils seront passés à du 100% électrique. Donc, bien prévoir les bornes de recharge, en particulier quand vous êtes hébergeur ou pour certains sites touristiques. En dehors des grands espaces, donc, ils aiment beaucoup les séjours actifs. Ça va avec leur amour du vélo, les activités de plein air, mais également les city breaks. Ils sont de plus en plus attirés par le no-tourisme, ce qui est relativement nouveau. Et on a assisté depuis le Covid à une montée en gamme des Néerlandais. Donc, quand ils choisissent l'hôtellerie de plein air, où ils sont vraiment encore les numéros 1, on se rend compte que maintenant, 45% vont en 4 et 5 étoiles. Donc, une hôtellerie de plein air de bonne catégorie avec des équipements, des activités. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on les retrouve maintenant dans les hôtels 4 étoiles. Et ça, c'est vraiment l'effet post-Covid. On a une clientèle aisée, c'est un marché qui économiquement va très, très bien. Une clientèle aisée qui, par le passé, partait beaucoup plus loin et qui, depuis le Covid, reste en Europe. Et on est très content. Donc, quand ils viennent chez nous, c'est souvent pour des séjours qui sont longs puisqu'ils ont des séjours en moyenne de plus de 11 nuitées. Donc, on passe au troisième marché, donc au troisième marché, effectivement, hors études, je dirais. Donc, le marché belge, qui est notre 4e marché étranger en Bourgogne-Franche-Comté. Qui a augmenté de manière significative cette année, puisque plus de 11% quasiment de nuitées entre 2023 et 2024. Néanmoins, il n'a pas retrouvé son niveau d'avant Covid, puisque le nombre de nuitées s'élevait à 1,8 million, à plus d'1,8 million en 2019. C'est le premier marché étranger de l'hôtellerie bourguignon-franc-comtoise et c'est le 3e marché des campings bourguignon-franc-comtois. On n'a pas de chiffres, mais on sait par ailleurs que c'est aussi un fort marché et je pense le premier, même si on n'a pas véritablement de chiffres, pour la fréquentation des chambres d'hôtes. Et donc là, en termes donc quasiment un tiers des nuitées belges se font en Côte d'Or, 31%, et le 2e département, c'est la Saône-et-Loire. Et ensuite, c'est les départements Nièvre et puis Jura, je pense, qui sont les premiers départements. Et en termes de destination, là, à peu près 3/4 des nuitées se font effectivement sur la destination Bourgogne. Alors peut-être, vous l'aurez peut-être remarqué, mais pour être tout à fait précis, les camemberts qui sont faits sur les parts de marché de chacune des destinations, là, du coup, s'agissant de montagne du Jura, c'est les nuitées, pas de l'ensemble du périmètre, puisque ne figurent pas les nuitées qui se font dans l'Ain. Donc, c'est uniquement les montagnes du Jura au périmètre bourguignon-franc-comtois. Ce qui fait qu'effectivement, peut-être la part de marché du montagne du Jura est légèrement, effectivement, sous-estimée par ces camemberts-là. Alors, quand on parle du marché belge, on devrait parler en réalité de 2 marchés.
hein, donc un marché de à peine 12 millions d'habitants, donc plus petit que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec un multiculturalisme qui est très très important, ce qui leur donne une ouverture au monde très ancrée et une tolérance qui est importante chez les Belges. Ce sont en revanche des voyageurs au caractère assez individuel, assez matérialiste. En revanche, ils sont très enjoués, vous les connaissez, hein, on les aime beaucoup, on aime beaucoup les recevoir, ils sont très enjoués, ils sont tolérants, ils sont respectueux, bien élevés, ils aiment communiquer. Donc, les Wallons, puisqu'on va parler d'un double marché, les Wallons, eux, ont plus tendance à rechercher la fête, le bien-être. Ils adorent le contact avec les populations. Ils préféreront les établissements de petite capacité. Donc, je pense que c'est pour ça qu'Yann disait tout à l'heure qu'on les retrouve aussi beaucoup dans nos chambres d'hôtes. Ils aiment bien les hôtels qui sont tenus par des familles parce que c'est plus propice aux rencontres. Alors, en revanche, ils n'aiment pas du tout être pris pour des Français. Ils privilégient donc eux les balades, ils aiment les visites culturelles, les sites culturels, la gastronomie. Les Flamands, quant à eux, sont plus portés sur les visites culturelles. Ils sont très, très familles. Effectivement, ils parlent flamand, donc qui, nous, à notre oreille, peut être apparenté à du néerlandais, mais attention, eux ne veulent absolument pas qu'on les confonde avec des néerlandais. Ils disent d'ailleurs qu'ils n'ont en commun que la langue et encore. Donc, ils pratiquent pas mal d'activités sportives, donc eux, on les retrouvera sur du cyclotourisme, des activités de pleine nature. Et puis, leur centre d'intérêt, c'est profiter également, hein, la belle nature, la proximité, le vin, la gastronomie. On est face à deux marchés d'épicuriens. Par rapport aux grandes tendances, donc là aussi, comme pour les deux marchés précédents, on est sur des voyageurs qui se déplacent beaucoup avec leur voiture personnelle, hein, puisque là, on est à pratiquement 80% de Belges qui se déplacent avec leur voiture. En ce qui concerne l'hébergement, ils vont rechercher des hébergements de qualité, des lieux avec une atmosphère authentique, mais attention, ils n'aiment pas avoir un mobilier démodé parce qu'ils sont très, très sensibles au design. Le sens de l'hospitalité est très important, hein, on comprend, puisqu'ils sont enjoués et faciles d'accès. Et puis, ils apprécient quand même bien qu'on leur donne des bons plans et puis nos petits trucs et astuces pour les faire profiter de la destination. Donc, 3 marchés qui se déplacent beaucoup en voiture, ce qui, compte tenu de notre situation géographique par rapport à ces 3 pays, nous arrange particulièrement. Très rapidement, une synthèse de nos plans d'action 2025, puisque là, les plans d'action, vous les avez probablement reçus. Et puis, si toutefois vous ne les aviez pas reçus, on vous renverra le lien vers notre site pro, hein, où vous aurez tout le détail. Donc, sur le marché allemand, cette année, on a 2 campagnes on et offline, donc pour la Bourgogne et les montagnes du Jura, pour toucher le grand public. C'est un marché sur lequel donc, nous avons une agence presse, Jorgardvik, avec qui nous travaillons depuis longtemps. Nous avons prévu 2 démarchages presse avec York, donc l'un pour la Bourgogne, l'autre pour les montagnes du Jura, des accueils presse au fil de l'année, aussi bien accueil presse groupe qu'individuel. Un workshop presse groupe avec Atout France, et on est très fiers de vous dire, si vous ne le saviez pas encore, que ce sera donc en Bourgogne-Franche-Comté, puisque en présentant le dossier, donc avec nos collègues de Dijon, on a remporté le dossier, mais là, la Bourgogne et les montagnes du Jura ainsi que les Vosges du Sud seront largement représentés. Et des éductours donc, qui auront lieu à l'issue de ce workshop. Et puis, enfin, notre partenariat annuel avec le tour opérateur Tour Run Service. Donc, nous avons fêté nos 10 ans de partenariat pour nos 3 destinations. Et d'ailleurs, notre collègue Cécile n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle est en Allemagne aux côtés de Tour Run Service pour ces 2 jours. Sur le marché néerlandais, donc, on est sur du 100% digital pour Montagne du Jura, pour une campagne de communication. Les Néerlandais sont très, très sensibles au digital, hein, plus que le marché allemand. Donc, une campagne on et offline pour la Bourgogne, 2 workshops presse auxquels notre collègue Véronique participe, donc pour la Bourgogne et les montagnes du Jura, le premier qui a eu lieu en février, le second qui aura lieu en septembre. Elle s'occupe également d'avoir des accueils pour la Bourgogne et les montagnes du Jura. Elle vous a proposé une opération de presse dédiée de mémoire le 17 juin et un démarchage B2B sur septembre. Quant au marché belge, donc sur ce marché, on a une vague de sponsorisation et de SEA pour la Bourgogne et les montagnes du Jura, mais là en ciblant plus particulièrement le marché francophone. Nous avons eu une opération de partenariat avec la RTBF,
Une action presse avec le journal Le Soir, donc que Véronique vous a proposé pour le 5 juin et vous êtes 12 à avoir répondu présent, donc on vous remercie infiniment pour votre confiance. Et puis, bien sûr, elle s'occupera des accueils presse pour la Bourgogne et les montagnes du Jura. Là, je ne cite pas les Vosges du Sud, de même que pour le marché néerlandais, puisque les Vosges du Sud travaillent uniquement le marché allemand. Donc on passe du coup au marché concerné par l'étude qu'on avait confiée à Volterra. Donc l'enjeu, c'était pour nous d'identifier les marchés étrangers prioritaires en période post-Covid pour les destinations Bourgogne et Montagne du Jura. Alors Vosges du Sud n'était pas dans cette étude parce qu'effectivement Vosges du Sud, donc la marque de destination c'est le Massif des Vosges, et avec le collectif Vosges du Sud qui est Bourguignon-Franc-Comtois, on travaille essentiellement le marché français et un peu le marché allemand, mais il n'était pas concerné par toutes ces études, enfin par cette priorisation des marchés étrangers. Donc ça concernait nos deux destinations majeures. Donc l'objectif c'était donc au-delà des marchés SOC qu'on vient de vous présenter, donc Pays-Bas, Belgique, Allemagne, c'était de voir effectivement étudier un peu ces marchés et faire un tri sur les marchés du coup, pour en ressortir que quelques-uns, parce qu'effectivement, les moyens font qu'on ne peut pas effectivement attaquer l'ensemble de ces marchés. Donc, l'objectif, c'était d'étudier le potentiel de 9 marchés qu'on avait listés dans le cahier des charges de l'étude. Donc, il y avait 6 marchés lointains qui concernaient essentiellement la Bourgogne, donc les USA, la Chine, le Japon, le Brésil, le Canada et l'Australie. Et puis, 3 marchés européens pour les deux destinations Bourgogne et Montagne du Jura, donc le Royaume-Uni, l'Italie et la Suisse. En termes de méthodologie, donc en gros, il y a eu tout un bilan qui a été fait des actions qu'on avait conduites sur ces marchés ces dernières années, depuis le Covid, on va dire, enfin avant le Covid et après le Covid. Une analyse documentaire avec analyse de tout ce qui est chiffres de fréquentation, comportement, etc. Des échanges avec les bureaux d'Atout France concernés. Et puis, on a mené une quinzaine d'entretiens avec des partenaires ou offices de tourisme, ADT, hôteliers, réceptifs, loueurs de bateaux, et puis des structures comme l'interprofession du vin de Bourgogne, l'interprofession du comté et la chambre de commerce et d'industrie régionale. Ce qu'on voulait, avant de rentrer dans le détail des marchés, donner quelques premières conclusions suite au travail un peu, on va dire, documentaire et puis d'entretien. Oui, Yann, oui, excuse-moi, je te coupe. Il y a oui. Pascal qui voudrait poser une question. Oui. Pascal, on vous écoute. Oui, bonjour. En fait, ma question, comme on avance assez vite, c'était juste avant que tu entames l'étude Voltaire, Yann. C'était, j'ai pas en tête la date du workshop qui se déroulera à Dijon. Ou alors on me l'avait communiqué, mais j'arrive pas à la retrouver. Alors, oui, ça sera du 15 au 17 septembre de mémoire. Je te dis ça de mémoire, je vérifierai quand même, mais là, ouais. C'est vraiment de mémoire. Normalement, c'est 15-17 septembre. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et je pense que, alors c'est un workshop donc, qui est en collaboration avec Atout France, comme beaucoup de nos actions. Et donc, Atout France va bientôt envoyer les dossiers d'inscription, je crois. Ok, d'accord. Merci. Merci, Pascal. Donc, je poursuis donc sur les premières conclusions un peu de l'analyse documentaire et des entretiens et de l'analyse du benchmark. Il y a encore une question? Non? Excuse-moi, Emmanuel, je pense qu'il faudra quand même qu'on vérifie parce que j'avais noté de mon côté du 15 au 17, effectivement, mais octobre. Pour le workshop. Oui, non, pardon. Tu fais bien de me reprendre, c'est octobre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit septembre. Octobre. Tu as raison. Merci, Émilie. Donc voilà, quelques premières conclusions un petit peu des travaux conduits par Voltaire. Donc évidemment, un contexte avait fortement évolué puisque du coup la crise Covid a de fait marqué une rupture. Il y a eu 2 années avec peu de clientèle internationale, une reprise très forte en 2022 qui s'est confirmée du 23 et globalement, même si selon le marché c'est variable, mais qui s'est quand même confirmé en 2024. Des clientèles asiatiques qui ne sont pas complètement revenues pour certaines, mais pas forcément qui ont retrouvé leur niveau d'avant Covid. Et puis, évidemment, ça a entraîné cette crise aussi d'adaptation côté CRT de nos actions et de nos moyens. Une crise qui a aussi agi comme révélateur, donc il y a un appétit nouveau, même s'il était déjà présent avant la Covid, mais pour la nature, les grands espaces, une recherche de sens renforcée dans les vacances, les excursions, développement des pratiques de proximité, et puis une recherche de meilleur rapport qualité-prix, de distance et de dépaysement. Et puis, parallèlement, plus un contexte entre guillemets politique, c'est que nous, le Conseil régional, a voté un nouveau schéma en 2023 pour la période 2023-28. Les grandes conclusions de l'enquête Cali, c'est que globalement, nos destinations ont un déficit global de notoriété touristique. Alors, d'un marché à l'autre, d'une destination à l'autre, ça varie, mais globalement,
on a quand même des destinations qui manquent un peu de notoriété. Les images sont très liées à la renommée viticole, en tout cas pour la Bourgogne, et patrimoine, gastronomie, art de vivre. Donc c'est très centré, l'imaginaire est quand même très centré sur la Bourgogne, quand on évoque la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, donc des typologies par contre de clientèle interne relativement stables, avec un déficit par contre sur les jeunes et les familles, quasiment sur tous les marchés. Et puis on a plutôt l'image de destination assez classique, peu renouvelée auprès de nos marchés européens familiers. Les marchés lointains, par contre, recherchant les grands classiques, donc là, effectivement, il y a moins besoin peut-être de renouvellement. Et sur les conclusions du benchmark qui avait été fait, en gros, évidemment, comme je l'ai dit un petit peu dans le contexte, depuis la Covid, il y a une priorité qui a été donnée au marché de proximité, au marché de socle. Nous-mêmes, en Bourgogne-Franche-Comté, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais du coup, on travaille maintenant fortement le marché régional et puis également assez fortement le marché français. Le marché américain, quand même, dans les entretiens européens, était plutôt plébiscité, recherché par tous. Il y avait une grande prudence sur l'Asie, mais on y reviendra. Une demande de communication claire sur des marques fortes et lisibles. Donc, c'est ce qu'on fait avec nos marques Bourgogne Montagne du Jura depuis effectivement la refonte de notre stratégie marketing. Et puis, sur les leviers, évidemment, même si tout ce qui est digital, les stratégies d'influence, c'est généralisé, sur certains marchés, notamment les marchés étrangers et sur les marchés lointains, il y a quand même un besoin de relations interpersonnelles qui reste très fort, donc à travers des éductours, des accueils presse ou des actions sur les marchés via des soirées de networking ou des salons. Donc là, c'est un peu, comment dire, tout marché confondu. Donc, d'emblée, vous présentez, donc alors sans y passer beaucoup de temps, parce que comme ils n'ont pas été retenus, alors on se tient à votre disposition si vous vouliez des compléments d'information, mais on ne les a pas retenus, donc pour les raisons qu'on va vous présenter, et aussi voilà, pour effectivement le fait que les moyens également financiers sont moins importants ces dernières années. Donc, il y a 4 marchés lointains sur les 6 qui avaient été inscrits ou qui avaient été chargés d'études, qui n'ont pas été retenus, donc Canada, Brésil, Japon, Australie. Donc pour chacun de ces marchés, donc on a fait une analyse soit qu'on a essayé de résumer. Donc sur le Canada, c'est vrai que c'est un marché, contrairement peut-être aux 3 autres, où de toute manière, on n'a jamais, enfin, on a peut-être fait des choses sur le Canada, mais il y a peut-être 20 ou 25 ans, au tout début de l'OCRT, il me semble qu'il y avait quelques actions qui étaient conduites à l'époque, mais vraiment de manière très marginale. Et en tout cas, depuis 15 ans, je pense qu'on n'a jamais attaqué ce marché. Donc, il a un potentiel, mais du coup, tout serait à construire d'un point de vue marketing pour ce marché-là. En plus, c'est un marché un peu comme les marchés suisses ou belges. C'est des marchés un peu compliqués parce que du coup, il y a plusieurs langues, donc ça complique un peu le travail. Et donc, voilà, compte tenu des arbitrages nécessaires, donc on a estimé que ce marché n'était pas prioritaire, d'autant qu'il y a des destinations européennes qui émergent sur ce marché, qui sont très concurrentes même de la France dans sa globalité. Sur le Brésil, là c'est un marché avec une clientèle haut de gamme qui a une forte appétence pour les vins de Bourgogne, mais qui est très centré sur les vins et du coup sur le tourisme, qui a plutôt bien repris parce que les chiffres d'implantation sont plutôt bons et je pense qu'on retrouvait leur niveau d'avant Covid, mais le potentiel de développement est assez faible parce qu'il est effectivement très centré sur la Bourgogne et même très centré sur le vignoble de Côte d'Or. Alors c'est un marché qui pourrait être travaillé, mais de façon un peu plus opportuniste et éventuellement avec des régions, alors plus que des régions complémentaires, c'est presque avec des vignobles complémentaires comme la Champagne ou pourquoi pas l'Alsace, donc à voir à l'avenir comment il pourrait être travaillé, mais en tout cas pas Bourgogne-Franche-Comté tout seul. C'est un marché qu'on a travaillé pendant 10 ans, sur lequel on a mis pas mal de budget et sur lequel on a l'impression d'être probablement, nous, à notre niveau, arrivés à bout de potentiel, d'autant plus qu'on a nos collègues des de tourisme de Dijon et Beaune qui continuent à travailler et que nous avons pas mal de Brésiliens dans la région qui travaillent dans le tourisme, qui, de leur côté, font aussi du travail pour attirer les clients. C'est ce qui explique pourquoi on s'en est financièrement désengagé. Sur le Japon, donc alors Japon, c'est pour le coup, c'est le marché asiatique qui n'a pas retrouvé encore toutes ses couleurs. Vous l'avez vu tout à l'heure, non, on n'a pas donné les chiffres sur le marché japonais, mais voilà, ça fait partie. Autant la Chine a un peu redémarré, on va y revenir, autant le Japon, c'est pas complètement le cas. Alors, c'est un marché qui a du potentiel, qui est intéressant, mais qui est malgré tout, surtout à date, quantitativement réduit et qui peine, comme je viens de le dire, à retrouver ses taux de départ vers la France. Donc, dans un futur proche, donc, on a souhaité être un peu prudent. Ça n'empêche pas de le travailler, mais là encore pas tout seul. Je vais revenir dans la dernière slide qui concerne ces 4 marchés. Et puis l'Australie, pareil, c'est un marché qui malgré tout est assez marginal pour le tourisme bourguignon et donc qui ne nous a pas paru prioritaire. Là, pareil, c'est un peu de l'opportunisme. À l'époque où j'avais la responsabilité de la marque Bourgogne, on avait profité de la sortie du film de Clapiche en Australie pour faire toute une action de promotion, mais voilà, c'était une opportunité. Du coup, on a profité de ça pour faire quelque chose, mais voilà, sauf avoir d'autres opportunités du même type, pour l'instant, en tout cas, pour les
3-4 ans à venir. En tout cas, ce n'est pas un marché qu'on a estimé prioritaire. C'est un marché onéreux aussi. Hein. Voilà. Et c'est des marchés effectivement assez onéreux en termes de gains, de coûts d'opération de campagne. Donc, sur ces 4 marchés lointains, donc, effectivement, le principe, c'est qu'on intervient plus seul sur ces marchés. Donc, on n'inscrit pas d'enveloppe budgétaire sur nos budgets propres. Ça n'empêche pas qu'effectivement, ils peuvent être traités à des échelles plus larges en partenariat avec d'autres CRT, comme j'ai pu un peu le laisser deviner. Donc, c'est le cas, par exemple, du marché japonais, pour lequel c'est un marché prioritaire pour la destination Vallée de la Gastronomie. Du coup, donc, c'est cette nouvelle destination où on est partenaire avec les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud, puisque le projet va de Dijon à Marseille. Donc, le marché japonais est un marché prioritaire pour cette destination. Et donc là, effectivement, il y a des actions Vallée de la Gastronomie France qu'on co-finance donc avec nos autres partenaires des 2 autres CRT que je viens de citer. Et puis, sinon, pour autre levier d'action, évidemment qu'on entretient, puisque tous les travaux qu'Emmanuel a pu faire en B2B, tous ces fichiers de tour opérateurs qu'on a, donc ils sont entretenus. Donc, on répond évidemment aux sollicitations spontanées, mais au-delà de ça, on organise régulièrement des opérations de networking avec les agences réceptives parisiennes, donc évidemment qu'on peut croiser des réceptifs qui travaillent avec ces marchés-là. Lors du workshop annuel Rendez-vous France, il y a des rendez-vous qui peuvent être pris avec l'équipe d'Emmanuel. Et puis, pour Destination Vignoble, pour les pré-tours, où là, on n'a pas le choix, entre guillemets, des marchés reçus. Donc là, si effectivement on a des demandes qui proviennent de tour opérateurs de ces 4 marchés-là, évidemment qu'on les accueillera bien volontiers, du coup, lors du pré-tour. Donc là, on en vient du coup à 2 marchés qui ont été, qui n'ont pas été complètement retenus, mais sur lesquels on peut malgré tout faire des choses, mais plus en partenariat avec des partenaires. Bon, l'expression n'est pas très bien choisie, mais c'est le marché suisse et le marché italien. Donc on reprend un petit peu le programme habituel sur le marché suisse. Donc quelques chiffres. Donc tous hébergements confondus, c'est le 3e marché étranger en BFC, ce qui est très fort côté montagne du Jura, avec évidemment la frontière très proche. En termes de volume, il a retrouvé son niveau d'avant Covid, puisqu'effectivement, il dépasse la fréquentation 2019 et puis il est en progression depuis 2019. C'est le 5e marché dans les hôtels de Bourgogne-Franche-Comté, c'est le 4e marché pour les campings. Et effectivement, en termes de répartition par département, donc effectivement, 1/3 des nuitées se font effectivement dans le Doubs et 15% dans le Jura, ce qui fait que 50% du trafic se fait côté effectivement montagne du Jura. Sur le SWOT, donc là, en gros, où il y aura un potentiel, parce que le marché de la Suisse francophone, il est déjà assez captif, on va dire, il vient déjà assez naturellement en Bourgogne-Franche-Comté, notamment côté montagne du Jura. Donc, où il y aurait du potentiel, c'est sur la Suisse alémanique, mais c'est un marché qui est très difficile à capter. On a essayé pendant l'étude d'avoir des contacts avec des TO et ça n'a pas fonctionné avec des journalistes, mais on a eu quasiment des fins de non-recevoir. Donc, c'est un marché très compliqué et donc, du coup, voilà, on a fait le choix de ne pas en faire un marché prioritaire, un marché sur lequel on peut intervenir en partenariat avec d'autres, mais en tout cas pas prioritaire pour nous. Mais je vais revenir également à la fin de ce chapitre sur comment on souhaite travailler ces 2 marchés. Sur le marché italien, donc 8e marché étranger en Bourgogne-Franche-Comté, qui pareil a retrouvé ses couleurs, même plus importantes, enfin, même en progression par rapport à 2019 et qui a globalement augmenté depuis 2021. Et du coup, c'est le 6e marché dans les hôtels de Bourgogne-Franche-Comté et c'est le 7e marché dans les campings de Bourgogne-Franche-Comté. Là, par contre, avec une présence plutôt côté Bourgogne, 3/4 des nuitées se font côté Bourgogne, et puis avec essentiellement sur les départements Côte d'Or et Saône-et-Loire. Là, en termes de SWOT, donc c'est un marché qui est plutôt qualitatif et stable, mais qui est finalement relativement faible et limité, plutôt faible parce qu'il se limite à l'extrême nord du pays, où il y a du potentiel, en tout cas, c'est sûr, effectivement, les régions nord de l'Italie. Alors, il y a des choses à faire, il y a des postes de développement sûrement, et notamment pour le sud de la Bourgogne, parce qu'on a quelques partenaires du sud de la Bourgogne qui nous avaient dit être intéressés par ce marché. Alors, c'est aussi ça, les choix peuvent se faire aussi en termes de priorisation pour nous, on peut se faire en fonction aussi de ce qui intéressait un maximum de nos partenaires pour qu'ils soient retenus comme prioritaires. Donc, sur ces 2 marchés-là, donc, là, le principe, c'est qu'on initie, nous, Bourgogne-Franche-Comté, nous n'initions plus d'actions sur ces 2 marchés. Par contre, on ne s'interdit pas, si on est sollicité par des partenaires,
pour les soutenir dans une opération qu'ils souhaiteraient mener, que ça soit un accueil de presse ou une opération B2B. Enfin, après, on est prêt enfin, là, du coup, on est à votre disposition. Donc, voilà, si certains d'entre vous, des territoires ou des groupements ont des souhaits par rapport à ces deux marchés-là, voilà, on peut ensemble convenir effectivement de vous apporter un soutien financier et technique pour l'organisation de ces actions-là. Et donc là, j'en viens, on va dire, plutôt au cœur peut-être du webinaire d'aujourd'hui. Donc les marchés, alors à conquérir, à reconquérir, parce que pour certains, ils étaient déjà là, pour certains, ils sont déjà revenus, mais pas tous en Bourgogne-Franche-Comté, ils nous paraissent importants. Donc il y a un marché européen, donc c'est le marché britannique, et deux marchés lointains, vous l'aurez compris, que sont les États-Unis et la Chine. Donc je commence par le marché britannique. Donc ce marché britannique, donc, il est effectivement à date en 2024, c'est le 6e marché étranger en Bourgogne-Franche-Comté. Il a été mieux placé il y a quelques années, mais en tout cas en 2024, c'est le 6e marché. Il est quasiment, oui, à peu près équivalent, il est revenu à peu près en 2024. Enfin, il avait dépassé en 2023 son niveau de 2019 et il est légèrement en baisse cette année. C'est le 4e marché pour les hôtels de Bourgogne-Franche-Comté et c'est le 5e marché pour les campings de Bourgogne-Franche-Comté. Le gros de la fréquentation se fait côté Bourgogne et d'ailleurs à près de 40% d'ailleurs en Côte d'Or, mais également en Saône-et-Loire pas mal, et Yonne également. Donc c'est côté Bourgogne, mais c'est assez bien réparti dans les 4 départements de Bourgogne, avec peut-être moins de fréquentation côté. En tout cas, dans les 3 autres départements, il y a un volume d'unité qui n'est pas négligeable. En termes d'analyse SWOT, donc c'est un marché important, alors surtout en Bourgogne, qui est quand même présent dans les montagnes du Jura. Mais la fréquentation, alors elle est un peu revenue, mais c'était quand même un peu érodé. Là, alors Fnac, effectivement, le commentaire date effectivement d'un ou 2 ans, donc il a quand même s'il a légèrement augmenté, il n'est pas au niveau qu'il a été, en tout cas en Bourgogne, par rapport à ce qu'étaient les belles années de ce marché-là. Du coup, suite, il y a eu, alors eux, ils ont eu la double, ils ont tout pris, parce que du coup, ils ont pris la Covid et puis ils ont pris aussi un peu les conséquences du Brexit. Donc voilà, c'est un marché qui repart. Et donc du coup on souhaite, c'est un marché qui nous paraît important, et donc on souhaite à nouveau le travailler. Donc là je donne la parole à Emmanuel. Alors un marché de proximité malgré tout, même si la Manche nous sépare, mais un marché à fort potentiel, un marché de 67 millions d'habitants. Donc c'est vrai que ça aussi, ça rentre en ligne de compte quand on choisit les marchés à conquérir ou à reconquérir. C'est vrai qu'entre un marché suisse d'à peine 9 millions d'habitants et un marché britannique de 67 millions, même si on sait bien que les 67 millions ne viendront pas chez nous, c'est clair qu'on a un potentiel important, d'autant plus que c'est un marché qui a été en meilleure santé touristique chez nous il y a une dizaine d'années. En plus, les Britanniques sont fans de la France, c'est leur première destination internationale. Pour les courts séjours, ils viennent aussi pour affaires. Et ils viennent aussi pour les sports d'hiver, mais là, je le mets un peu à part parce que ce sont vraiment des aficionados des Alpes. Et il est très difficile de les faire sortir de cette destination. Les Britanniques partent à l'étranger. Alors, ils ont une double phénomène. Ce sont les insulaires, et donc les insulaires aiment tous voyager et partir de chez eux, partir à l'étranger. Et puis, c'est vrai que ce sont des voyageurs qui aiment bien également retrouver une météo plus favorable, et même si chez nous, c'est pas toujours extraordinaire, c'est quand même bien souvent bien meilleur que de l'autre côté de la Manche. Donc, les vacances à l'étranger ne sont pas nécessairement réservées à une clientèle vraiment aisée. C'est vraiment une habitude pour laquelle ils sont prêts à se serrer la ceinture sur d'autres postes budgétaires dans un foyer pour protéger un budget vacances. Ils sont amateurs d'art de vivre, de gastronomie, de vin français. Quand on les reçoit chez nous, ils sont très agréables. C'est une population très conviviale. Ils apprécient autant un city break qu'un séjour au calme dans un grand espace. Et par contre, comme vous le savez tous, ils s'attendent à ce qu'on leur parle anglais. On les retrouve bien sûr beaucoup dans l'hôtellerie, en 3 étoiles, mais ils sont également très présents en 4 et en 5 étoiles. C'est un marché qui a un potentiel quand ils voyagent. Et puis, on les retrouve également dans les campings, mais principalement, là aussi, sur des niveaux de camping assez élevés. Les grandes tendances actuelles, donc, on a
Tout d'abord, une stabilisation de l'économie après Covid et Brexit. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle parce que même si c'est un marché à potentiel, quand il y a des trop gros problèmes ou politiques ou économiques, on a beau envoyer les plus belles images et les plus belles propositions, les populations sont inquiètes par d'autres choses et ne voyagent pas forcément. On a un retour à une évolution vraiment favorable des relations franco-britanniques depuis le Brexit et qui se sont accélérées en fait avec le nouveau Premier ministre Keir Starmer. Les vacances, donc comme on l'a vu, restent une priorité pour les Britanniques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 37% des Britanniques qui viennent en France en avion, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et tous les autres viennent soit par le rail, soit par le tunnel. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour nous. Donc, ça veut dire soit l'Eurotunnel, soit le ferry. Ils ont un budget, mais attention, ils ne sont pas prêts à dépenser pour n'importe quoi. Ils font attention au prix, à la qualité. Ils s'attendent à une très bonne conception. Et puis, ils veulent trouver un effet marque ou un bénéfice quelconque pour l'environnement. Ils aiment bien qu'on leur propose des packages, des promotions, des choses toutes ficelées où voilà, c'est facile à consommer. Et puis également, chez eux, ils payent leurs vacances de manière étalée, ce qui est relativement étrange pour nous certaines fois. L'art de vivre à la française est quelque chose qu'ils recherchent énormément, qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment s'immerger dans notre culture à travers les visites, mais alors des visites en allant un petit peu en profondeur, dans les marchés locaux. Ils aiment participer à des ateliers de cuisine. Ils choisissent souvent des hébergements de charme et même parfois, on les retrouve dans les cours de français. Ils sont à la recherche donc d'expériences liées à la gastronomie, aux villes et au patrimoine. C'est un pays qui a une histoire riche et importante. Donc, dans tous les pays qui ont une histoire importante, qui ont un patrimoine riche, on a pratiquement toujours le même comportement. Ils aiment bien aussi retrouver ça quand ils voyagent à l'étranger. Donc, comme vous pouvez le voir, la Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit la Bourgogne ou même les montagnes du Jura, possèdent une offre adaptée à la cible britannique. On a tout pour les séduire. C'est une clientèle qui, certes, dépense moins que les Américains, mais beaucoup plus que certaines autres nationalités. Alors, sur les marchés lointains qu'on a donc, retenus, donc le marché américain, donc là c'est un gros marché, donc 300 millions d'habitants, donc tous les hébergements confondus, donc c'est notre 7e marché. Alors on n'a pas on a un problème statistique avec l'outil, donc en 2019 on n'a pas la valeur des nuitées en 2019, mais en tout cas depuis 2020 c'est un marché qui a bien repris, puisqu'il a été multiplié par 4 entre 2020 et 2024, et donc pour dépasser le million de nuitées à nouveau en 2024. Et dans nos hébergements marchands, c'est le 7e marché étranger, et je pense que il a sûrement un meilleur rang quand on regarde les seuls hôtels 3, 4, 5 étoiles. Il faudrait regarder plus en détail les chiffres, mais je pense que le rang est un peu plus favorable quand on regarde uniquement quand on regarde l'hôtellerie effectivement de catégorie de confort plus élevée. Bon, c'est un marché effectivement qui est très centré, très réparti, qui en termes de répartition départementale, et se déploie surtout effectivement en Bourgogne. Ces marchés lointains de toute manière sont des marchés plutôt pour la Bourgogne, donc, et en Bourgogne essentiellement effectivement en Côte d'Or et dans une moindre mesure en Saône-et-Loire. Je me permets d'interrompre, puisque c'est un marché dont je m'occupe personnellement, donc c'est un marché effectivement historique de la Bourgogne, et la Bourgogne met un budget sur la destination alors que les montagnes du Jura ne mettent pas. Néanmoins, on a de plus en plus de demandes, en particulier des tour opérateurs américains qui connaissent déjà bien la Bourgogne, pour une journée au moins dans les montagnes du Jura, et en particulier autour de l'art de vivre et de la gastronomie et des vins. Ça fait le lien du coup avec un petit peu la conclusion du SWOT. Donc c'est un marché qui est quantitativement donc important déjà pour la Bourgogne, et qui effectivement a une bonne adéquation avec l'offre touristique du territoire, notamment à forte valeur ajoutée, comme sont donc les filières œnotourisme, tourisme fluvial, gastronomie et patrimoine. Et donc comme le dit Emmanuel, donc sur les filières œnotourisme et gastronomie, il y a également de la matière sous forme d'excursion à l'occasion d'un séjour en Bourgogne pour aller côté montagne du Jura. Sur les comportements, donc Emmanuel. Alors, les Amériques. Donc ça, ils font beaucoup parler en ce moment. Mais là, nous, on va s'attacher aux voyageurs américains qui, a priori, continuent à vraiment plébisciter la destination France, l'Europe en particulier et la destination France.
C'est un marché, bien sûr, qu'on surveille de très près, comme vous pouvez l'imaginer. Les Américains, quand vous les voyez, quand vous les recevez, ils sont très, très amicaux, ils sont très polis, facilement abordables. Alors, en anglais, hein, bien souvent également, comme les Anglais. En revanche, ils ne font pas la bise. Ils serrent la main, ils font un hug, mais ils ne font pas la bise. Ils sont très directs. Ils ont un contact facile. Quand on s'adresse à eux, il faut se présenter par son prénom, pas son nom de famille. Ils s'en fichent. Et quel que soit leur rang, ils se présentent également par leur prénom. Ils sont très admiratifs de nos cultures européennes du vieux continent. Alors parfois, ils nous méprisent un petit peu, mais quand même, ils sont très, très jaloux de nos cultures qu'ils trouvent sophistiquées et anciennes en Europe, et tout particulièrement en France, parce qu'ils nous trouvent très raffinés et très sophistiqués. C'est d'ailleurs très, très drôle. Donc, ils apprécient donc d'effectuer des séjours, notamment en France. On les retrouve énormément dans le tourisme fluvial. On les retrouve énormément également en hôtellerie, principalement 4-5 étoiles, mais également 3 étoiles, quand c'est une hôtellerie familiale, de charme. Ils ont un budget vacances qui fait rêver, puisque leur budget pour les Américains qui voyagent à l'international est de plus de 8 400 $ par personne pour les 12 prochains mois. C'est un marché les voyageurs sont principalement issus pour nous de la côte ouest et de la côte ouest, hein, beaucoup la Californie également, et on a une émergence du Texas. Alors à voir là si ça continuera. Mais en tous les cas, on avait une vraie émergence du Texas. Les grandes tendances, donc le top 3 de leur motivation quand ils voyagent en France, c'est la culture et le patrimoine. Et dans la culture, ils intègrent le vin et la gastronomie parce que pour un Américain, le vin et la gastronomie font totalement partie de la culture française. Ensuite, le tourisme urbain. Ils aiment beaucoup découvrir nos villes qui pour eux sont petites, sécurisées, faciles à vivre, sympathiques et globalement notre art de vivre. Comme je l'ai déjà dit, c'est le premier marché mondial de la croisière et en particulier donc des paquebots fluviaux. Hein, on les retrouve beaucoup en Sud-Bourgogne, ils remontent jusqu'à Dijon et là on essaye de les travailler pour leur faire un petit peu évoluer leurs excursions. Une tendance qui est nouvelle et qu'on nous a confirmé quand on en a reçu là en mars, c'est que chez les retraités, il y a un énorme allongement à la durée de chaque voyage. Parce que chez les personnes qui travaillent, comme vous le savez, ils ont peu de vacances. Donc un voyage, c'est 8 jours, pas plus. Mais en revanche, les retraités aujourd'hui sont capables de partir plus d'1 mois à la conquête de nouveaux paysages. Ils sont, quoi qu'on peut imaginer, sensibles au tourisme éco-responsable, mais ils ont une approche très pragmatique. Ils croient au pouvoir de la technologie, ils sont très attachés aux retombées économiques, parce que chez eux, c'est vrai que l'argent a quand même une valeur très importante, probablement plus qu'en Europe. Donc, ils sont très sensibles à la retombée économique de leurs vacances pour la population. C'est leur approche un petit peu d'éco-responsabilité. Ils sont également très, très sensibles à comment est traité le personnel dans le tourisme. Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est bien traité? Comment ça se passe, etc. Ils nous posent pas mal de questions à ce sujet. Ils veulent vivre des expériences. Alors, autour des fondamentaux, puisqu'ils viennent chercher de la culture, du vin, de la gastronomie, du fluvial. Donc, ils veulent trouver nos fondamentaux. Ils ne veulent pas qu'on leur propose des choses complètement excentriques, mais en revanche, revisiter parce que aujourd'hui, la France, en règle générale, est encore un peu prévue comme trop prévisible et ils ont l'impression que nos amis italiens sont plus doués que nous sur ce sujet. Donc, il faut qu'on leur prouve que non, c'est pas vrai. Donc, hôtellerie 4 et 5 étoiles, on en a parlé. C'est une population qui est très, très sensible aux services et ils sont prêts à payer pour un service. D'ailleurs, ils laissent pratiquement toujours des pourboires quand ils sont contents, même des pourboires importants. Hein, ça fait partie chez eux, le type fait partie de la culture. Ils s'attendent à ce que l'on porte leur bagage à l'arrivée dans un hébergement. Ils ne portent pas leur valise, de même qu'on les aide à redescendre leur bagage. Mais par contre, bien sûr, ils sont prêts à payer pour ça. Ils voyagent peu en gros groupes, par contre, on les retrouve en séjour multigénérationnel et petits groupes d'amis. Alors, dernier marché donc conservé comme prioritaire. Diane, excuse-moi, avant d'attaquer le marché chinois, il y a une question sur le marché américain. Frédéric qui demande quel est le canal de recherche pour les hébergements, plutôt des grandes plateformes ou le site des offices de tourisme, des sites web ou des sites web privés.
Alors, les grandes plateformes, oui, pour ceux qui voyagent par leurs propres moyens. En revanche, là, j'en ai pas parlé sur aucun des marchés, mais il faut savoir que le taux d'intermédiation, c'est-à-dire le nombre de clients qui passent par une agence de voyage ou un tour opérateur pour réserver ses vacances, donc est de plus de 75% aux États-Unis. Il a encore augmenté depuis le Covid, parce que pour eux, c'est une sécurité. Donc, les plateformes, oui, mais également directement auprès des agences de voyage, hein, qu'elles soient dans leur pays, bien sûr, auprès des offices de tourisme. Je pense qu'ils se renseignent, réservation directe auprès des offices de tourisme. Je pense que là, ce serait vraiment pour des voyageurs qui sont rompus à la destination et qui recherchent le petit conseil supplémentaire. Merci. Il y a d'autres... Non, il n'y a pas d'autres questions. Tu peux y aller. Voilà, donc sur le marché chinois, donc c'est le 10e marché étranger en BFCB en 2024, hein, puisque comme vous le voyez, du coup, il n'a pas, ça fait partie de ces marchés qui n'ont pas encore complètement retrouvé toutes leurs couleurs. Alors, il a bien augmenté depuis 2021, mais il n'a encore pas atteint le niveau de 2019. Donc, c'est le 10e marché étranger dans les hôtels de Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'était, il faut avoir en tête, c'était le 3e avant le Covid. Ça a même été le 2e, effectivement, avant le Covid. Alors, c'est vrai que c'était beaucoup de nuits d'étapes entre Paris et la Côte d'Azur. Donc, c'était beaucoup de l'étape sur ce parcours-là. Et donc, c'était en train d'évoluer déjà un petit peu, je me rappelle, vers quand même un peu moins d'étapes, en tout cas, des étapes avec plus d'intérêt, je dirais, pour le lieu de l'étape. Mais bon, tout ça a été brisé, évidemment, par la Covid. Ça reprend, mais c'est pas encore, effectivement, complètement le cas. Et donc là, effectivement, là, un peu comme le marché américain, une répartition surtout sur la Bourgogne, enfin, surtout, en tout cas, Côte d'Or en Bourgogne, et puis côté MDJ, c'est surtout effectivement dans le Doubs que se font les nuitées. En termes d'analyse SWOT, donc c'est un marché qui est historiquement prioritaire pour la Bourgogne. Il avait effectivement été, avant la fusion déjà, il était prioritaire. Au moment de la fusion, il avait été pointé comme un marché à bien travailler dans le précédent schéma régional de développement touristique. Et du coup, on a estimé qu'il fallait effectivement ne pas le négliger. Évidemment, Emmanuel le disait tout à l'heure, c'est partie de ces marchés où il y a du volume. Donc le jour où effectivement les départs à l'étranger reprennent, bon, bah, si on peut prendre une part du camembert, c'est toujours intéressant. Surtout qu'on a effectivement des attraits pour ce marché-là qui est en train également de ce côté assez d'évoluer et qui ne ressemble plus exactement à ce qu'il était avant la Covid. Donc là, je donne la parole à Emmanuel, du coup, qui va nous en dire un peu plus. Donc oui, plus d'1,4 milliard d'habitants. Donc là, c'est un marché colossal. Évidemment, on n'a pas 1,4 milliard d'habitants chinois qui vont voyager. Mais quand même si on n'en a qu'une toute petite partie, comme le disait Yann, ça n'est pas négligeable. Alors, ils sont petit à petit de retour, mais alors je ne sais pas si vous en avez déjà croisé, on nous les a changés. Plus sérieusement, ils voyagent différemment. Les grands groupes ont rétréci et puis ils voyagent de plus en plus individuellement. Donc, bien sûr, ils viennent en France en avion, mais alors, quand ils arrivent, ils aiment beaucoup prendre les trains pour leur déplacement en France. Ça les amuse énormément. Ce sont des grands enfants, les Chinois. Hein. Il faut savoir que tout ce qui les amuse, ça fonctionne. 2/3 des voyageurs ont plus de 40 ans, mais on a quand même un tiers qui a moins de 40 ans. Donc, on a des voyageurs qui sont beaucoup plus jeunes que la moyenne de nos voyageurs dans la région habituelle. Ils apprécient un accueil soigné, précis et efficace. Hein. On ne perd pas de temps, c'est du précis, l'efficace, ça fait partie de leur culture. Pour les hébergements, ils aiment bien trouver un petit mot d'accueil en mandarin dans la chambre, dans les différentes chambres. Ça leur fait plaisir parce que là, c'est même pas une langue différente, c'est des lettres qui sont différentes, donc c'est encore plus compliqué. La ponctualité est très, très importante pour eux. C'est une preuve de respect. Hein. On aurait pu dire la même chose des Japonais, même si on ne peut pas les comparer, c'est deux marchés totalement différents. Ils sont très respectueux du statut social des personnes et vraiment, c'est primordial pour eux. Attention au moment de la distribution des chambres parce qu'ils sont très superstitieux. Donc, les chiffres 6, 8 et 9 sont de bon augure. Quant au chiffre 4, si vous voulez vous débarrasser d'un Chinois, vous pouvez lui proposer la chambre numéro 4. En termes de grandes tendances, donc les groupes ont bien rétréci. On a même maintenant des petits groupes, voire des individuels. Ils sont capables de voyager seuls ou en couple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les retrouve dans le TGV parce que par le passé, ils voyageaient exclusivement en autocar. Ils apprécient beaucoup l'art de vivre,
le tourisme expérientiel. Il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils trouvent un intérêt. Il faut que les activités, les visites aillent assez vite. Hein. On peut difficilement les capter plus d'une heure. En fait, c'est un peu comme des ados. Des choses qui vont vite, où ils s'amusent, qui peuvent mettre sur les réseaux sociaux. Alors, on dirait nous Instagrammables, même si on sait très bien qu'ils n'ont pas les réseaux sociaux qu'on a nous. Mais enfin, ils ont la même chose. Ils postent sans arrêt. Ils aiment le tourisme sportif, de nature. Ils aiment le tourisme festif, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ils aiment faire la fête. Ils sont très joyeux. En termes d'hébergement, maintenant, les petits groupes, on les retrouve en 4 étoiles, voire en 5 étoiles. Ils aiment les châteaux-hôtels, ils aiment tout ce qui est très français, tout ce qu'ils ne retrouvent pas chez eux. Et puis, donc, ils continuent à privilégier le 3 et 4 étoiles pour les groupes. Et là, ils vont privilégier les hôtels qui ont une uniformité de chambres, parce que si on a des chambres de catégories différentes, ben, ils ne vont pas comprendre pourquoi eux, ils ont une chambre peut-être plus petite ou moins sympa, alors qu'ils sont de même catégorie sociale. Donc, on a toujours ça. Et puis, donc là aussi, comme pour les États-Unis, on a un taux d'intermédiation qui est d'environ 70%, donc très, très important. Ils passent beaucoup par des agences de voyage chez eux, qui travaillent comme pour le marché américain, par des correspondants qui sont basés en Europe. Alors, donc là, on vous a synthétisé pour ces 3 marchés à reconquérir, donc les enjeux, les implications. Donc, concernant le marché britannique, donc un potentiel à capter sur des arguments spécifiques. La clé d'entrée, comme on l'a dit, c'est tout ce qui tourne autour des vins et de la gastronomie. Il peut y avoir un renfort sur des thématiques spécifiques. Ils aiment bien l'histoire de France, donc tout ce qui est Moyen-Âge. Ils sont effectivement aussi sensibles à tout ce qui est tourisme durable. Et puis, ça fait partie de ces marchés qui aiment bien être finalement conseillés par des Britanniques qui sont installés en France et qui peuvent donner, effectivement, être un peu ambassadeurs de nos destinations pour les conseiller à venir. En termes d'implication, donc priorité donc à la destination Bourgogne. On verra qu'on a inscrit déjà une action cette année sur ce marché, mais avec des actions œnotourisme et gastronomie du coup, qui pourraient être mutualisées avec Montagne du Jura, puisqu'effectivement, on a déjà fait dans le cadre du collectif œnotourisme 1 ou 2 actions l'année dernière et l'année d'avant pour les vignobles de Bourgogne et du Jura. Donc c'est une thématique qui leur plaît bien. Donc l'idée c'est de poursuivre sur des actions autour de ces 2 thématiques-là. Sur les marchés lointains, donc pour les États-Unis, donc conforter les actions de référencement auprès des TO sur les segments à forte valeur ajoutée et qui bénéficient d'une intermédiation importante. Donc là aussi, le tourisme fluvial, Emmanuel en a parlé, et puis l'itinérance, notamment à vélo, puisqu'ils font pas mal de voyages à vélo en France. Beaucoup vélo électrique, voilà, quand même. Voilà, évidemment, comme la plupart maintenant, de toute manière. Et donc là, c'est un marché qu'on n'a jamais vraiment abandonné. Donc là, l'idée, c'est de maintenir justement un budget constant pour assurer. Je suis arrivée avec 1 heure de retard et là, c'est les marchés à reconquérir en commercial. Oula, Les trois parents. Mais j'en ai des clopes, mon petit chéri. Pourquoi tu t'es remis à fumer pour les vacances? Bah, j'ai pas arrêté. Je crois qu'il y a un micro qui J'ai est un micro resté branché, si je peux me permettre. allez, je l'ai coupé. Merci. Donc voilà, donc sur ce marché américain, donc l'idée là c'est de maintenir et voire augmenter le budget qu'on a, mais au moins le maintenir le budget sur ce marché-là, puisqu'il y a effectivement matière à encore augmenter la fréquentation américaine en Bourgogne-Franche-Comté. Et sur le marché chinois qui n'a pas complètement repris, c'est justement d'être attentif et présent en fonction des évolutions des pratiques et de la reprise du coup des voyages long courriers vers l'Europe qui ont démarré mais pas encore complètement au niveau d'avant. Donc là, c'est dans l'immédiat un budget là, qui doit accompagner ce retour des clientèles en France et favoriser le référencement de la Bourgogne dans les séjours proposés en diversifiant justement un petit peu la programmation. Donc sur le plan d'action, donc Emmanuel. Voilà, pour les plans d'action, donc marché britannique, là on a travaillé avec Atout France, vraiment en partenariat avec le bureau de Londres, qui est très très à l'écoute et qu'on a rencontré à plusieurs reprises, qui va nous proposer un plan d'action sur 3 ans, parce qu'on voudrait que cette reconquête s'inscrive dans le temps et que ce soit pas un one shot sur une année et puis qu'ensuite on rebaisse, etc. Donc, ça sera principalement donc du B2C qui sera ciblé donc vers le client direct en priorité, puisque là, en revanche, contrairement au marché lointain, le taux d'intermédiation britannique est faible. On est aux alentours de 10%. Donc, on ne donnera pas la priorité aux agences de voyage et aux tour opérateurs, même si on ne les laissera pas tomber. Donc, on aurait une campagne de communication mixte, donc qui soit on et offline sur 3 ans,
On est encore en train de discuter le contour, mais c'est en train de prendre forme. Ça comprendrait des partenariats également avec des supports presse no tourisme et les transporteurs, le shuttle en particulier et Brittany Ferries que nous avons rencontrés, puisque, comme on l'a dit précédemment, c'est un marché qui vient beaucoup par le rail et par le bateau dans nos régions. Donc, 2 workshops presse sur lesquels Cécile est présente. Donc, elle a participé à un workshop presse cet hiver dans le cadre de la vallée de la gastronomie. Et au mois de juin, elle participera à un workshop presse pour la Bourgogne. Et puis, on a un accueil de tour opérateur agence de voyage donc, qui est prévu à l'automne, c'est Abercrombie, avec la particularité donc, de traiter de la clientèle britannique, mais aussi des autres clientèles anglophones et en particulier des Américains. Donc, ça nous permettra de capitaliser sur les deux côtés de l'Atlantique. Le marché américain, donc sur l'année 2025, on continue une présence importante, donc avec 3 webinaires de formation donc qui sont prévus, 2 pour la Bourgogne et 1 pour la vallée de la gastronomie, puisque c'est un marché qu'on travaille parallèlement Bourgogne et vallée de la gastronomie, donc c'est très complémentaire. Un accueil presse vallée de la gastronomie qui est prévu en début d'automne, des éductours tout au fil de l'année. On a reçu en particulier des tours opérateurs dans le cadre de la vallée de la gastronomie et de la Bourgogne lors des pré-tours rendez-vous en France. Une opération dédiée donc qui inclura l'opération d'Atout France 360, qui est donc un workshop qui est dédié, donc ça aura lieu au mois de novembre et on va rapidement vous proposer une opération totalement dédiée à la Bourgogne. Et puis des démarchages, formation des agences réceptives parisiennes. Parce que comme pour le marché chinois, c'est un marché qu'on ne peut pas exclusivement travailler dans le pays directement sans continuer à former leurs correspondants qui sont basés en France ou au Royaume-Uni pour les Américains. Et donc, concernant le marché chinois, Yann en a déjà un petit peu parlé. Donc, il redémarre petit à petit. Alors, ce qui empêche son redémarrage aussi vite que les voyageurs le voudraient, parce que là, contrairement au marché japonais qui est très frileux, les Chinois, ils ne demandent que ça. Ils rêvent que de revenir. Il faut quand même se rappeler que c'est un marché qui, depuis 2020, n'avait quasiment plus le droit de sortir des frontières. Donc, ils ont hâte de revenir. En revanche, les plans de vol ne sont pas encore revenus à ce qu'ils étaient pré-Covid. Donc, bien sûr, là déjà, c'est un petit peu problématique puisqu'on n'a pas autant de vols que de voyageurs. Et puis, surtout aussi, il y a encore des petites difficultés pour obtenir des visas pour venir en Europe et en France en particulier. Les bureaux qui délivraient des visas avant Covid n'ont pas tous été réouverts. Et compte tenu de la taille du pays et de la taille des villes, quand on habite à 1000 km du premier bureau qui délivre les visas, ça complexifie quand même le voyage. Donc, on a principalement cette année privilégié de travailler les réceptifs, tant qu'on n'est pas certain que les voyageurs eux-mêmes peuvent revenir aussi facilement qu'ils le souhaitent. Et donc, à travers démarchage et formation d'agences réceptives parisiennes, et également à travers un workshop B2B à Paris, le China Workshop, où certains d'entre vous ont dû participer aux côtés de notre collègue Marie-Hélène. Et puis, nous maintenons également notre compte réseaux sociaux WeChat. Le marché chinois est un très particulier. Donc là, si on veut communiquer auprès du grand public, on se doit d'avoir des comptes sur leurs réseaux sociaux à eux, que ce soit WeChat, Redbook, tous les réseaux Douyin, tout le réseau à eux, puisqu'ils n'ont absolument pas accès à Instagram, Facebook ou WhatsApp. Voilà, donc on arrive quasiment au terme de ce webinaire. Donc on a fait 3 petites slides un peu de conclusion. Donc sur cette slide-là, en gros, donc on vous a récapitulé donc nos marchés prioritaires. Donc comme vous l'avez vu, donc 3 marchés historiques à conforter. L'Allemagne pour nos 3 destinations, le Pays-Bas et la Belgique pour nos 2 destinations majeures que sont Bourgogne et Montagne du Jura. 3 marchés à reconquérir. Donc le marché britannique pour la Bourgogne, voire les montagnes du Jura sur la partie tourisme et gastronomie, et puis donc la Chine et les USA pour la destination Bourgogne. Et puis 2 marchés européens, donc où là on intervient en soutien, donc l'Italie pour les 2 destinations, Bourgogne et montagnes du Jura, et puis la Suisse pour la destination Bourgogne. On a souhaité également c'était donc dans les conclusions également de notre consultant Volterra, donc sur les enjeux pour
Alors, au-delà de l'approche marché, donc l'idée, c'est aussi d'amorcer une évolution des arguments de séduction quand on va en conquête ou en reconquête de ces marchés. Donc, évidemment, il y a un socle indépassable, les grands thèmes de la région, donc le tourisme, patrimoine, art de vivre, savoir-faire. Donc, ça, faut continuer, enfoncer le clou, puisque c'est des filières qui séduisent. Néanmoins, il faut compléter tous ces arguments par d'autres arguments, et notamment tous les arguments plus nature, donc avec la montagne, évidemment, le Morvan pour la Bourgogne, et puis les montagnes du Jura, et puis tout ce qui est slow tourisme, rando, vélo, en plus du fluvial. Alors, le fluvial est souvent établi, notamment aux États-Unis, même sur les marchés qu'on n'a pas retenus comme Australie, peut-être pas Brésil, Non, pas en tout cas Australie, il y a des clientèles pour ça, mais donc au-delà du fluvial, c'est effectivement peut-être également de pousser l'argument de tout ce qui est rando et notamment vélo auprès de clientèles peut-être plus de niche mais qui existent, et puis tout ce qui est activité de pleine nature. En termes de public, essayer de parler davantage aux jeunes et aux urbains et clientélisés, en leur montrant des expériences des offres atypiques et du coup en faisant des références à des produits, à des marques. Également en termes de cible, parler davantage aux clientèles familiales, là encore sur les thèmes du slow tourisme et des activités de pleine nature, renforcer la présence de l'événementiel, avec un ciblage sur des thématiques spécifiques, sur des événements festifs et avec des ambassadeurs médiatiques, et puis pour des clientèles forcément d'Europe proche, sauf évidemment en cas de niche particulière. Et donc autant que possible, mais ça va de soi, donc mettre l'accent sur les offres innovantes, différenciantes en fonction de tout ce qui émerge sur nos territoires. Donc ça va par rapport à l'élargissement des sites, des clientèles, c'est plutôt raccord avec l'objet du webinaire d'il y a un mois sur nos nouveaux personas, bon, qui ont été définis certes pour le marché français, mais dont on avait dit qu'il valait aussi pour les marchés européens. Alors un peu moins pour les marchés lointains, mais en tout cas, les personas qui ont été présentés au webinaire de mars valent également pour les marchés européens. Et donc, vous aviez dû voir que dans les 6 qui avaient été définis, identifiés, donc justement, il y avait davantage de jeunesse, de famille et de CSP un peu plus diversifiés. Et puis, troisième slide de conclusion, du coup, quand chez nous, tout ce travail un peu autour des marchés se traduit. Donc, évidemment pour faire tout ce travail-là, il y a des socles un peu incontournables. Donc, on traduit tous nos supports, qu'il s'agisse des sites web ou des dossiers de presse ou même des présentations pour les TO en 4 langues, hein, français, anglais, allemand, néerlandais. On produit, évidemment, il faut sans cesse produire des contenus, texte, photo, alors photo, vidéo, évidemment de plus en plus pour tout ce qui est communication digitale. Alors, évidemment, quand tout ça est en individuel ou même dans l'habillage des vidéos, il faut effectivement tout cela soit également traduit. Et puis tout un travail de qualification des offres et de storytelling qui est adapté évidemment en fonction de chacun des marchés qui fait l'objet des prises de parole. Tout ça se fait la plupart du temps autour d'un partenariat fort avec Atout France, qui a l'expertise des marchés via les bureaux. Donc Atout France avait été d'ailleurs associé à l'étude qu'on avait confiée à Volterra, puisque l'ensemble des bureaux concernés par les marchés traités avaient été interrogés. Évidemment, ils sont là également pour nous donner des bases de prescripteurs Théo et presse, et qu'ils utilisent, qu'ils exploitent quand ils organisent Rendez-vous France et Destination Viable, etc. Et puis, alors, ce qui n'est pas à négliger, même si on attend un peu la confirmation pour la continuité sur 2025 et les années à venir. Il y a un soutien financier, parce que comme vous le savez, on a des contrats de destination pour la Bourgogne et pour Montagne du Jura, et il y a certaines actions de promotion donc, qui sont inscrites à ces contrats de destination, ce qui permet d'avoir un soutien financier à hauteur d'un tiers par Atout France, donc ce qui est jamais négligeable dans les périodes un peu de disette, c'est un peu exagéré, mais dans les périodes un peu compliquées qu'on va vivre dans les années à venir. Et puis voilà, par rapport du coup à vous qui êtes là aujourd'hui, donc on a différentes modalités partenariales pour ces actions. Alors, on propose certaines actions du coup aux partenaires de nos collectifs destinations ou filières, et puis sinon, effectivement, depuis cette année, et c'est ce qu'évoquait Emmanuel en introduction, donc ça c'est sur le site pro, donc je pense que Florence pourra vous mettre peut-être un lien quand elle vous enverra l'enregistrement et la présentation de ce webinaire. Il y a effectivement tout un ensemble d'actions à la carte qui vous sont proposées sur les marchés qu'on travaille. Et donc, bien sûr, donc, en gros, la conclusion, c'était de vous dire qu'on se tient à vos dispositions, l'ensemble de l'équipe. Hein, donc là, effectivement, c'est une présentation de voix, Emmanuel et moi, mais évidemment que les responsables des destinations, Maud, Mylène, Kyriade, et les responsables des filières, Maxence, Juliette, Catherine, sont à votre disposition pour vous apporter toute information ou tout renseignement utile
vos démarches. Voilà, on en a terminé. Je ne sais pas, Florence, s'il y a des questions. Oui, il y a des questions. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire concernant le plan d'action, j'avais déjà mis le lien dans la conversation précédemment. Il y a quelqu'un du camping Les Lacs de la Seigneurie qui a une question, qui demande pourquoi les Néerlandais et les Belges Oui, ne vous sont m'entendez? pas… Oui, alors allez-y, posez votre question. Oui, pardon, je ne savais pas si le micro fonctionnait. Pardon, mais je suis quand même stupéfaite parce que je suis, depuis le début de la présentation, je trouve qu'il y a une part très peu, enfin une toute petite part qui est faite aux Vosges du Sud. Et je voudrais bien comprendre pourquoi, parce qu'il me semble qu'on fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté aussi. Et surtout, quand vous avez dit le marché des Néerlandais et des Belges, pas pour les Vosges du Sud, alors là, je voudrais vraiment avoir une explication parce que pour le coup, l'été, c'est vraiment une grosse population qu'on reçoit. Donc, merci de bien vouloir répondre à cette question parce que je nous sens vraiment mis à l'écart et j'aimerais comprendre pourquoi. Alors, on va vous rassurer, vous n'êtes pas mis à l'écart du tout. Donc, les Vosges du Sud, nous les travaillons avec le collectif Massif des Vosges. Donc, ils travaillent les marchés allemands, belges et néerlandais également. Nous, en tant que Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, la partie Vosges du Sud, dont vous faites partie, on choisit de travailler principalement le marché français et le marché allemand, mais simplement les lenders de proximité. Il est évident que si on a des demandes d'informations, de renseignements sur les Vosges du Sud, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique ou même au Royaume-Uni, bien évidemment, on donnera les informations avec grand plaisir. C'est juste un choix budgétaire qui a été fait par le collectif Vosges du Sud. Le collectif Vosges du Sud donc, représente un petit territoire en termes d'étendue de territoire par rapport à la région globale. Et pour être pragmatique, le budget étant relativement contraint, ils ont choisi de travailler le marché français et le marché allemand. Mais à travers le collectif Massif des Vosges, vous êtes mis en avant également sur les marchés européens de proximité que vous avez cités. Et sur des supports et des actions qui sont… Je vous en prie, non, vous avez bien fait de poser la question. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas au pilotage direct de la marque de destination Massif des Vosges, hein, donc c'est le parc des Vallons des Vosges et les partenaires de la région Grand Est essentiellement qui sont à la manœuvre, qui ont du coup, comme on l'a fait nous pour Bourgogne MDJ, ils ont un site web dédié, ils ont des réseaux sociaux dédiés, et du coup sur le gros de la promotion à l'international, c'est effectivement Massif des Vosges qui reçoit pour ça aussi une aide de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est Massif des Vosges qui gère l'ensemble de ces actions. Et donc ce qu'on a fait nous au moment de la fusion des régions Bourgogne-Franche-Comté, c'est de ne pas oublier justement la partie vosgienne de la Bourgogne-Franche-Comté en créant ce petit collectif entre guillemets de Vosges du Sud pour avoir des actions qui viennent renforcer ce que fait le Massif des Vosges et sur éventuellement des cibles ou des thématiques, notamment je pense à la thématique patrimoniale qui était un peu moins traitée par Massif des Vosges. Donc voilà, donc il y a un petit budget qui vient du coup qui se négocie entre les partenaires de la signature Vosges du Sud, qui vient renforcer ce que la marque Massif des Vosges porte par ailleurs. Et effectivement, alors je ne sais pas comment on a dit tout à l'heure par rapport aux statistiques, pardon, je finis juste là-dessus. Après, peut-être que j'ai dit qu'ils sont absents des Vosges du Sud, mais bon, peut-être c'est pas exactement ce que je veux dire. C'est quand on regarde les chiffres, et comme là, on vous donnait les chiffres sur la région Bourgogne-Franche-Comté, après, voilà, c'est une répartition des nuitées, mais ce n'est pas les nuitées des Massifs des Vosges. Effectivement, là, sans doute le marché les marchés de proximité néerlandais, belges, et allemands sont évidemment sur le massif des Vosges d'un niveau vraisemblablement équivalent à ce qu'ils sont sur Montagne du Jura. Moi, je n'ai pas les chiffres en tête parce que du coup, c'est effectivement pas nous qui gérons massif des Vosges, mais voilà, en tout cas, sur la partie bourguignon de la Bourgogne-Franche-Comté qui sur ce périmètre Vosges, il ne présente évidemment parce que à peu près à peine 5 à 10% des lits, des nuitées, la plupart des marchés, entre guillemets, quoi. Et pour tout ce qui est piloté par Massif des Vosges, ils nous demandent directement de proposer la mise en avant de prestations, prestataires, etc. Et c'est notre collègue Véronique en promo presse qui suit plus particulièrement les réunions, par exemple presse avec le Massif des Vosges. Écoutez, je crains qu'au niveau du Massif des Vosges, on soit une toute petite partie, puisque effectivement, il me semble que j'ai l'impression que c'est plutôt les Hauts-de-Vosges et les Vosges du Nord. Donc, je pense qu'on est un petit le peanut du Massif des Vosges et on est le peanut de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, je trouve que notre territoire n'est pas assez mis en valeur.
Écoute, on en prend note et puis à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'on se recontacte. Oui, Avec Kyrian, je plaisir. crois, Avec plaisir. la Voilà, marque. bien sûr. Vous ne vous sentez pas abandonné. Non, non, parce qu'effectivement, si on a créé, nous, justement, ce collectif Vosges du Sud, c'était justement pour pas que nos partenaires de Massy des Vosges nous oublient. Alors peut-être qu'ils nous oublient peut-être encore un peu, mais en tout cas, je pense moins depuis qu'on a quand même créé ce collectif Vosges du Sud, parce que Kyrian, qui chez nous, du coup, anime cette signature Vosges du Sud, participe à l'ensemble des réunions Massy des Vosges, et se fait fort, autant qu'il soit entendu, de porter les couleurs des prestataires bourguignons-franc-comtois de cette destination. Donc, il n'est pas là aujourd'hui, je crois, mais du coup, on prendra peut-être. N'hésitez pas à nous contacter, puis on vous mettra en contact avec Kyrian, qui est le bon contact chez nous. Très bien. Alors, peut-être que je n'ai pas toutes les informations, mais je serais ravie de les connaître, en tout cas. Merci beaucoup. Okay. Bien sûr, madame. Merci pour votre question. Il y avait une question. Emmanuel, c'était concernant le marché chinois. C'était Patricia qui dit qu'elle a travaillé sur le marché chinois il y a beaucoup d'années en arrière et qu'à cette époque, l'inconvénient, c'était que les Chinois voulaient du 4 étoiles au tarif du 2 étoiles. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça a changé? Alors, effectivement, hein, c'était une clientèle groupe qui visitait 3 à 4 pays d'Europe en 8 jours. Qui s'arrêtaient chez nous que pour une nuitée, hein, guère plus, mais on les aurait arrêtés un peu plus haut, un peu plus bas, ça aurait fait le même effet. Et les responsables tour opérateur groupe à l'époque négociaient au maximum. Donc oui, effectivement, hein, pourquoi pas du 4 étoiles, mais au prix d'un 2, puis encore un 2 en basse saison. C'est vrai. Aujourd'hui, a priori, cette clientèle de groupe négocie un petit peu moins. Et de toute façon, nous, pour la Bourgogne, on s'attache vraiment à travailler plutôt les petits groupes, voire la clientèle individuelle. Donc, bien sûr, ça existera toujours, ces groupes qui vont négocier, mais les groupes ont rétréci. Et il y en a moins parce qu'ils font vraiment partie de ceux qui, aujourd'hui, ont encore du mal à avoir des visas, hein, pour être très clair. Donc, ils ne sont pas totalement revenus. Et donc, il semblerait quand même qu'ils soient moins arc-boutés sur un prix très, très bas. Mais c'est un marché qu'on surveille, hein, parce qu'il redémarre seulement. Et donc, on va voir tous ensemble l'évolution. Et ça serait vraiment très intéressant pour, en tous les cas, tous nos amis hébergeurs qui sont là aujourd'hui, de nous dire, quand vous avez des demandes, ben, comment elles se situent. Les premiers, moi, qui sont revenus vers moi, m'ont dit, effectivement, c'est plus les mêmes. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la conversation? Je n'en vois pas. Sinon, s'il y a quelqu'un… Oui, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Oui, moi, je suis un peu comme les vous. Je pense qu'on ne parle pas beaucoup de Lyon. Et j'ai remarqué sur tous les documents, on est assez souvent très peu représenté. Et aussi la culture. On parle beaucoup de boire, manger. Moi, je reçois des visiteurs dans notre musée et qui sont toujours un peu heureux de s'être arrêtés par hasard, me disant qu'en fait, ils n'avaient pas eu connaissance de notre existence. Ou les personnes qui viennent nous ont connus par Internet, alors que nous sommes partenaires au thé de Lyon. Et c'est toujours, ouais, je suis un peu surprise en fait. Voilà. Si je peux me permettre, nous sommes au bord du canal, excusez-moi, je vous coupe, au bord du canal Nivernais, et c'est une chance parce que justement, nous avons des étrangers qui s'arrêtent par hasard et qui sont très, très contents et qui nous font des reproches de ne pas avoir connu notre musée avant nous, avant qu'ils l'aient trouvé sur leur parcours. Pardon. Non, juste une petite réaction, enfin, sauf erreur ou. On n'a pas, enfin, je veux dire, moi, j'ai simplement, par rapport au département de Bourgogne-Franche-Comté, quel qu'il soit, j'ai juste attiré votre attention aux uns et aux autres quand effectivement tel département avait entre guillemets une meilleure part de marché sur tel ou tel marché, mais alors comment dire, l'offre fait qu'effectivement quand on est côté Bourgogne, les parts de marché souvent sont plus importantes parce que l'offre est plus importante en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, et puis côté MDJ plutôt côté Doubs et Jura que les autres départements de Franche-Comté. C'est pour ça, mais je sais pas, les attraits, ce qui caractérise notamment la destination Bourgogne, c'est que globalement, l'ADN de la Bourgogne est assez partagé d'un département à l'autre.
le triptyque vin, gastronomie, patrimoine et itinérance. Alors, le dosage est un peu différent peut-être d'un département à l'autre, mais globalement, ce qui fait la force de la boîte, c'est que justement, chacun de ces départements, finalement, sont assez riches de l'ensemble de cet ADN-là, quoi. Donc voilà, peut-être que j'ai pas cité vraisemblablement Lyon, parce que c'est pas Lyon qui effectivement a au sein de la Bohème les parts de marché les plus importantes, mais du fait de son offre en termes de vie, l'offre d'hébergement, qui est effectivement moindre et qui effectivement qu'en Saône-et-Loire et comment dire, et dans Lyon. Mais Lyon en tant que tel, si vous reprendrez quand vous enverra le document, n'est pas absente des camemberts où on donne la répartition par département des nuitées en Bourgogne-Franche-Comté. En particulier quand on a des voyageurs qui sont sur l'axe nord-sud, quel qu'il soit, Lyon est énormément visité, demandé. Alors nous, si vous voulez, on ne vend pas Lyon en tant que tel, on vend la destination la Bourgogne, comme le disait Yann, et à travers plutôt ces thématiques fortes. Mais vous êtes la partie Lyon, et en particulier, effectivement, le canal du Nivernais, vous êtes mis en avant très, très, très régulièrement. Et puis le patrimoine avec le patrimoine a une très grosse place. Joigny, voilà. Le site UNESCO, enfin de Vézelay. Donc voilà, donc Lyon n'est pas, comment dire, oublié du coup quand on présente la Bourgogne en France ou à l'étranger. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais en fait, on met toujours en avance les lieux qui sont déjà très connus des étrangers. Mais pas les structures qui demanderaient à être aidées, justement. Faut qu'on se reparle après, madame, si vous voulez bien. On ne va pas vous abandonner, non? Merci. Vous nous mettrez un petit, on prendra vos coordonnées pour voir un petit peu si on peut plus particulièrement, voilà, vous mettre en avant, peut-être dans un communiqué de presse ou voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Émilie, tu voulais intervenir? Non, non, du coup, Emmanuel a complété dans le sens où je voulais compléter, donc c'est parfait. Ok, ça marche. Donc, il n'y a plus personne qui souhaite poser de questions. Il n'y a plus de questions dans la conversation. Donc, je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Merci à tous et à toutes et à tous pour votre présence et votre attention. Nous espérons que cette présentation de l'étude vous a permis de mieux comprendre les marchés internationaux à cibler. Comme Yann vous l'a précisé, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme reste à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche à l'international. Merci Emmanuel et Yann pour votre expertise. Si les professionnels présents ont besoin de plus d'informations, je mets vos coordonnées dans la conversation. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Notre prochain rendez-vous des instantanés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme aura lieu mardi 13 mai. On sera en compagnie de Catherine Desmoliers et de David Boillier, donc de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, qui vous présenteront le label Destination d'Excellence, le label qui remplace Qualité Tourisme. Et puis, donc, comme je vous ai dit, je vous mets les coordonnées d'Emmanuel et Yann dans la conversation. Et puis, merci à tous pour votre participation. Très bonne fin de journée. Et puis, à très bientôt pour d'autres webinaires des instantanés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Au revoir. Merci.